Quelle est votre comédie préférée? Une étude IFOP vient de sortir et dans le top 5, à la première place, La Grande Vadrouille, 2, Les Bronzés font du ski, 3, Le Corneux, 4, Le Père Noël est une ordure et 5, Les Aventures de Rabbi Jacob. Et nous sommes avec Josiane Balasco. Bonjour Josiane Balasco. Bonjour. Et merci d'être avec nous. Belle et heureuse année, puisque dans ce top 5... Merci, mais ça commence très bien. Parce que dans ce top 5, il y a 2 films de la bande du Splendide, 2 films dans lesquels vous jouez, Les Bronzés font du ski, vous êtes Nathalie. Quel est le principal défaut de Bernard? Il est égoïste. Et puis, il y a évidemment Le Père Noël est une ordure, version film, bien sûr, où vous êtes Madame Musquin. Pierre, je suis coincé dans l'ascenseur, Pierre. Donc, c'est quand même, vous êtes dans la légende des Français, chère Josiane Balasco. Mais ça fait très plaisir de commencer l'année comme ça, parce que bon, d'abord c'est un honneur pour moi qu'on m'ait mis je crois que je suis à la première place des filles en plus. Alors en plus, ça c'est le classement des comédies, mais quels sont vos comédiens préférés? 1, Gérard Jugnot, 2, L'Ermite, 3, Pierre Richard et 4, Josiane Balasco. Donc vous êtes la première femme des comédiens préférés. Je suis très contente. Ça veut dire que j'ai pas trop mal fait mon boulot depuis ces quelques dizaines d'années, parce qu'on est là depuis quelques dizaines d'années. C'est ça qui est tout à fait étonnant dans votre métier, c'est que la difficulté, c'est quand même de durer. Et souvent, je me dis, quand t'es comédien, comédienne, et surtout parfois quand t'es une femme, je sais pas si c'est injuste ou pas d'ailleurs, mais parfois il y a des gens qui ne tournent plus, qui ont du talent, et vous êtes là depuis, je regardais le premier film, c'est 72 ou 73, alors c'était sans doute pas le premier rôle. On a fait notre boulot nous-mêmes, on a fait nos carrières, finalement, on y a fortement contribué par nous-mêmes. On a commencé d'ailleurs avec des films, souvent avec des films que l'on avait écrits ou qu'on avait, disons qu'on a tiré de nos pièces. Donc on s'est habitué à se débrouiller tout seul. Et après, effectivement, on a travaillé avec beaucoup de metteurs en scène qui ont eu envie de nous faire tourner. Mais c'est vrai qu'on était une bande d'indépendants qui se retrouvaient ensemble et qui essayaient de faire tout ensemble, parce que effectivement, à part l'Ermite qui avait un physique de jeune premier, on n'était pas ce qu'on peut appeler des jeunes premiers pour des jeunes premières. Donc on s'est créé nos personnages, d'où le personnage de Michel Blanc, le célibataire qui n'arrive pas à conclure, d'où le personnage de Junio, le français râleur, et nos personnages ensuite à nous, quoi. Voilà, ça a été d'écrire des personnages qu'on ne mettait jamais en scène en premier rôle. C'était toujours des seconds rôles en général, quand on y avait un mec râleur ou une fille qui était moche et qui s'en foutait, voilà. Oui, mais bon, permettez-moi de vous dire que quand vous êtes dans les années 70, dans des films comme Les hommes préfèrent les grosses, vous êtes charmante, vous êtes... voilà, il y a... Mais non, mais je me permets de le dire, vous n'êtes pas... Mais non, mais c'est vrai, vous êtes une jolie femme, une jolie jeune femme dans les années 70. Et effectivement, il y a Isabelle Adjani dans Clara et les Chic Types, il y a d'autres physiques, mais je ne vous classe pas dans le rôle. Non, vous ne nous classez pas, mais vous savez, dans cette époque-là, hélas, pour les très jeunes actrices très jolies, elles étaient comme des Kleenex. Oui. On les utilisait une fois, et après, il y avait une autre qui arrivait. Donc, merci, cette époque-là est passée, et maintenant les actrices. Même si, comme on dit, comme l'Ermite dit à Anémone, vous n'avez pas un physique facile. Ce ne sont pas des physiques de top modèle, elles ont des rôles, elles peuvent travailler, ce qui n'était pas forcément le cas à l'époque. Alors, ce qui est vrai aussi, et dans votre petite troupe, et moi, ça m'a frappé avec Michel Blanc lorsqu'il est décédé, puisque j'ai revu pas mal de films de Michel Blanc, c'est le registre de ce comédien, la sensibilité et le comédien qu'il est. Mais je pourrais dire la même chose de vous. C'est-à-dire qu'il y a évidemment Josiane Balasco, Madame Musquin, mais il y a Trop belle pour toi, où vous êtes... c'est formidable de revoir d'ailleurs Trop belle pour toi. Et j'ai vu, moi, à l'automne, un film qui s'appelle précisément Quand vient l'automne, avec Hélène Vincent, qui a dû faire 500 ou 600 000 entrées chez François Ozon. Avec François Ozon. Il a fait 700 000 entrées, il était très content. Moi, je trouve que c'est un très joli film. Les deux premiers rôles sont des personnes qui ont plus de 70 ans. Mais bien sûr. Et je tiens à dire en passant que Hélène Vincent est absolument formidable. Mais formidable, quand elle épluche ses légumes au début du film. Moi, j'ai trouvé que c'était un film formidable et qui montre aussi le registre qui est le vôtre, qui n'est pas que Madame Musquin dans l'ascenseur, qui attend qu'on débloque l'ascenseur.
Oui, bien sûr, mais je crois que c'est le cas de pas mal, vous savez, de pas mal d'acteurs, de pouvoir évoluer, de faire des choses différentes, surtout parmi les acteurs comiques, parce qu'on les case, on les case dans une case, et puis souvent ils n'ont pas l'opportunité d'en sortir. Mais quand ils ont l'opportunité d'en sortir et d'avoir d'autres rôles, ils sont aussi efficaces et bons que lorsqu'ils font des rôles comiques, moi, je crois. C'est une question d'énergie. Il y a Isabelle Nanty également qui est très bien placée, qui est une comédienne évidemment merveilleuse, Valérie Lemercier, Alain Chabat avec qui vous avez tourné, bien sûr, Didier Bourdon, Marthe Villalonga. Parmi tous ces comédiens, est-ce que vous êtes encore épaté parfois sur un tournage par un comédien où vous voyez pas comment c'est fait d'une certaine manière, vous êtes surprise par l'émotion, par la puissance ou par la force dans les grandes rencontres que vous avez eues? Il y a les grands acteurs, justement, les grands acteurs, actrices, c'est comme les danseurs, on voit pas l'effort, vous voyez. C'est comme les grands danseurs, on a l'impression que c'est très facile ce qu'ils font. Or, ce n'est pas du tout le cas. Et c'est vrai que, par exemple, je prends l'exemple de Hélène Vincent parce que c'est quelqu'un qui n'a pas toujours eu des premiers rôles. Elle a pratiquement jamais eu de premier rôle. Et c'est la première fois qu'un metteur en scène, ou du moins une des premières fois que François Ozon lui donne un premier rôle. Et quand je la voyais jouer, j'étais épatée. Cette femme a 80 ans. Cette femme a une scène, si vous vous rappelez, où elle danse le rock'n'roll. Bien sûr. Dans le film, ça dure 2 minutes, 3 minutes. En réalité, le tournage dure 3 heures. Donc, on va faire danser à 8 heures du soir pendant 3 heures une dame de 80 ans qui le fait avec une énergie incroyable. Et moi, j'étais sur le cul, j'ai dit, Hélène, vraiment, vous êtes formidable. Et c'est ça qui nous fait vivre, parce que c'est comme un moteur, c'est en faisant tourner que ça le fait, que ça qu'on peut conduire, quoi. Et cette scène, je crois, elle est dans le bar qu'a racheté son fils, parce qu'elle a acheté un... Voilà. Et d'ailleurs, autre formidable acteur qui est Pierre Lotin. Voilà. Mais Pierre Lotin, je l'ai vu, parce que je suis un militant du cinéma français, je l'ai vu pendant les vacances de Noël dans un film qui s'appelle En fanfare. Mais c'est très réussi. C'est pour ça que cette veine-là, c'est un film qui est bien écrit, c'est un film qui est drôle, c'est un film qui est tendre, mais surtout qui raconte une histoire, parce qu'on n'en sort jamais. C'est-à-dire que l'histoire, elle est formidable. Le spectateur est sensible à ça et va voir un film, pas forcément parce qu'il va y avoir une débauche, soit de grands noms, soit d'effets spéciaux, ou soit de choses un peu extérieures au cinéma, quoi. Bien évidemment. Donc, dans les classements des comédiens préférés, alors, classement d'abord, c'est que des acteurs comiques, hein, classement des comédiens préférés, même s'ils ne font pas que du comique, parce que Junio aussi, il y a un pouvoir d'émotion chez Junio, chez Blanc, chez vous. L'Ermite est donc deuxième, Pierre Richard. Moi, j'ai été étonné de Pierre Richard, pour tout vous dire, parce que Pierre Richard, il est moins présent dans le cinéma français que pour l'enfant que j'étais dans les années 70, où ça a été une immense vedette avec des films comme Le Distrait, La Moutarde de Montaudet, etc. Acteur très très drôle. Bien mais sûr. Je trouve qu'il s'est reconverti dans des personnages absolument formidables, qui sont des personnages à la fois drôles et émouvants, qu'il n'a pas pu forcément avoir au début de sa carrière. Ça, c'est vraiment bien. Bon, et puis, naturellement, Christian Clavier, qui a tourné cette année, d'ailleurs, un film très, très rigolo que j'avais vu, qui s'appelait Cocorico, qui était très réussi. Il a beaucoup tourné, j'ai l'impression, d'ailleurs, Clavier, cette année, beaucoup de films. Celui-là a plutôt bien marché, Cocorico. Alain Chabat, tout à fait particulier. Didier Bourdon, je ne sais pas si vous avez croisé Didier Bourdon. J'ai eu l'honneur d'être la femme de Didier Bourdon dans 2 films. Et j'imagine ça s'est bien passé parce que c'est un personnage merveilleux. On s'entend très bien, on se respecte mutuellement, c'est vraiment de l'admiration l'un pour l'autre. Et ça a été des films qui ont été plutôt réussis aussi. Et puis le classement des comédiens préférés qui nous ont quittés cette fois. Coluche, vous avez croisé Coluche bien sûr dans votre carrière? Bien sûr, plus que croisé, oui, on a travaillé avec lui. Ouais. Et quel souvenir vous pouvez garder de lui? Michel. Moi, le souvenir de Michel, pour beaucoup de gens, Michel, c'est des restos du cœur, parce que ceux qui l'ont pas connu, et ceux qui ont connu l'acteur, l'humoriste, c'était celui qui foutait les pieds dans le plat et qui disait texto, je suis là pour, si vous voulez, pour faire remuer la mer de manière à ce qu'elle monte en haut. Vous voyez. Et ça, c'est ce que je me souviens de lui. Un type qui remuait la mer pour qu'elle atteigne ceux qui n'étaient pas censés la respirer.
Puis il y a une dimension aussi chez ces personnalités-là qui est peut-être moins forte aujourd'hui, c'est combien ils étaient présents dans l'espace public. Vous avez parlé des Restos du Cœur, mais Coluche, c'est aussi une inventivité, une improvisation, par exemple lors des soirées comme les Césars, et personne n'a oublié ce qu'il dit sur Alain Delon un soir où il remercie également Claude Berry, etc. Aujourd'hui, c'est vrai, Josiane Balasco, j'ai l'impression que est-ce les réseaux sociaux, est-ce comment dire, le monde tel qu'il est aujourd'hui, les acteurs se méfient un peu, ils ont un peu peur parce qu'ils savent que toute parole peut être mal interprétée et qu'ils se contentent. On peut avoir un procès en diffamation. Voilà, ils se contentent peut-être plus de faire leur job dans les films et d'être plus calme dans les représentations de télévision ou médiatiques. Il y a beaucoup de jeunes gens qui font du stand-up et tout, de jeunes gens, de jeunes filles, jeunes femmes qui font du stand-up qui, eux, sont plus culottés que ça, vous voyez. N'oubliez pas Blanche Gardin, par exemple, formidable personne, formidable humoriste. Je suis d'accord, mais je parlais des représentations parfois lors d'émissions de télé, etc. Il y a une émission célèbre aussi, je crois, où Anémone était en difficulté avec Thierry Lhermitte. Je crois que c'était la sortie de la galette des rois. Bon, mais aujourd'hui, vous auriez toutes les ligues anti-alcooliques qui vous feraient la morale et qui vous expliqueraient qu'un comédien ne doit pas faire ça, etc., etc. C'est ça qui est un peu compliqué, convenez-en, dans notre société. Elle est très morale, notre époque. Le problème, c'est que moi, je l'ai jamais vu. C'est rare de voir deux personnes un peu pompettes à la télé, parce que les choses vont beaucoup plus vite. Moi, je me rappelle que cette émission, il fallait attendre. Parfois, on nous faisait venir avant, on était en coulisses et on attendait. Elle était assez longue, l'émission Monsieur Cinéma, tout ça. Enfin bref, très intéressant, très suivi. Et on attendait. Et pendant qu'on attendait, il s'est trouvé que, j'imagine, il y avait du champ. À l'époque, il y avait du champ. Il y en avait aussi à Canal aussi, quand on allait passer, il y avait du champ. C'était une époque où le champ coulait à flot et donc un coup de trop de champ et après on est disons décontracté, quoi. L'époque est effectivement un peu plus morale. Je vous propose d'écouter le second degré selon Didier Bourdon, puisque là-dessus, il expliquait combien certaines vannes, tout le monde le dit, certains dialogues ne passeraient peut-être plus aujourd'hui. Le deuxième degré est suspect aujourd'hui. Ça serait compliqué aujourd'hui. Hein. Là, on aurait pas mal de soucis. On nous le dirait poliment. On adore le sketch, hein, il vaut mieux pas. Bon, vous avez reconnu les voix de Thierry Lhermitte, évidemment, et de Didier Bourdon. Tout le monde le dit, ce second degré. Alors, en revanche, il y a un espace, et tous les comédiens s'accordent pour le dire, ou ceux qui font du stand-up disent, sur scène, on peut encore tout dire. Oui, je crois. Enfin, disons que comme c'est beaucoup moins repris, parce que le problème, c'est que maintenant, quand on est sur les réseaux, quel que soit le réseau, tout le monde est critique, tout le monde a son mot à dire. Avant, ça se limitait, la connerie du coin se limitait au bistrot. Maintenant, on a bistrot ouvert sur toute la France avec les réseaux, quoi. Josiane Balasco est avec nous. Vous appartenez au patrimoine de la France, c'est vrai. Vous êtes protégée, vous avez l'immunité. Tout le monde vous aime, c'est formidable d'ailleurs, le splendide. Non, mais c'est vrai. Je me sens un peu gênée. Je me dis, bon sang, il faut que je fasse attention, faut pas que je tombe. Oui, non, mais c'est vrai qu'il y a un lien qui est si fort entre vous et les Français. Et puis, lors de la mort de Michel Blanc, j'ai trouvé que c'était, entre guillemets, formidable ce que vous avez tous fait, c'est-à-dire que vous n'avez rien dit. Vous êtes resté silencieux. L'autre jour, j'ai reçu Thierry Lhermitte, d'ailleurs, dans une émission sur CNews. Et de la même manière, j'ai pas voulu l'interroger sur Michel Blanc, parce que c'est un immense comédien, Blanc, bien sûr, mais j'ai compris la peine qui était la vôtre, et combien finalement vous aviez pas envie chacun de parler de Michel Blanc d'une voix différente. C'est-à-dire que Michel, il est toujours pour nous, il est toujours là dans ce qu'il a fait et dans ce qu'il a dit et dans son humour, voilà. Alors c'est vrai que c'est le premier qui part, mais il a toujours été le premier qui partait de toute façon, donc on a l'habitude. Pourquoi vous n'êtes pas d'ailleurs dans Le Père Noël est une ordure, dans la version théâtre? Oui. Parce que je jouais avant, parce que je jouais une autre pièce avant, j'avais pas envie d'en jouer, je jouais Nuit d'ivresse. Donc, je crois que c'était Nuit d'ivresse ou Pénis Bar, je sais plus. Enfin bref, j'ai une pièce que j'avais écrite et c'était au premier Splendide rue des Lombards. Et comme je n'avais pas envie, j'ai écrit la pièce avec eux, je devais faire de Thérèse. Et Dieu merci, je l'ai pas fait parce qu'Anémone est géniale. J'aurais jamais été aussi bonne qu'Anémone. Et ce qui fait que elle est formidable dans Thérèse. On en a fait un personnage inoubliable et
quand on a écrit le film, on a réinventé un autre personnage pour moi, qui est cette Madame Musquin, qui s'était fait la tête de Simone Veil, voilà, un petit peu, quoi, avec les signons. Qui est un personnage d'une drôlerie, voilà. Avec Martin Lamotte qui sort sur l'escalier parce que Madame Musquin est en train, avec sa trompette, de faire du bruit. Est-ce qu'on a un extrait quand même, justement, à vous proposer, Julien Blanc, de la troupe du Splendide? Alors, j'ai Les Bronzés ou Le Père Noël est une ordure. Eh ben allons-y avec Les Bronzés d'abord. Oublie que t'as aucune chance, vas-y fonce. On sait jamais, sur un malentendu ça peut marcher. Moi j'ai acheté cet appartement du 15 au 30. Si tout le monde dépasse d'une demi-journée, qu'est-ce qui se passe moi? L'année prochaine, je skie au mois de juillet. Vous avez de la pâte? Vous avez du sucre? Alors avec la pâte vous faites une crêpe puis vous mettez du sucre dessus. Bon, a priori, l'aventure des bronzés, il n'y aura pas un bronzé 4, je pense. Non, je pense pas. Non, bon. Non, mais c'est très bien. Parce que les bronzés font du ski, par exemple. Moi, je peux le revoir. Ça m'arrive de le revoir quand il passe. Je vais pas forcément sortir un DVD pour le voir. Mais quand je le revois ou quand je vois des morceaux, je trouve qu'il n'a pas vieilli parce que c'est un film en costume où les costumes n'ont pas tellement changé. Finalement, il y a toujours des combinaisons de ski. Les skis n'ont pas tellement changé. Donc, à part 2-3 détails, il est toujours d'actualité. Et puis, il y a ce plaisir assez curieux, parce que vous avez dit DVD, que les gens ont le DVD dans leur bibliothèque, ils ne le regardent pas, et quand ils passent à la télévision, ils ont envie de communier ensemble et de le regarder, et à chaque fois, ça fait 4 ou 5 millions de téléspectateurs et qui l'ont vu, revu. Ça pourrait bien sûr, on feuillette un album de famille aussi, hein. C'est exactement ça. Bon, vous avez des projets pour cette année? J'ai vu qu'il y a un film de Pascal Elbé qui va sortir. Oui, non, je l'ai pas. Non, celui-là, ça n'a pas été. J'ai eu une impossibilité pour le faire. J'étais pas libre finalement, à mon grand regret. Et par contre, c'était au printemps. Je vais jouer Marguerite Yourcenar. Voilà, sous la direction de Yvan Attal. Yvan Attal qui a beaucoup de talent. Et ça c'est au théâtre ou c'est projet cinéma? Non, ce sera au cinéma. Voilà, théoriquement. Et ça, c'est passionnant. Et Marguerite Yourcenar, dans sa dernière période... Dans la période où elle va être acceptée à l'Académie française. La période voilà. En 73. Et Marguerite... Voilà. Et évidemment, c'est en tournage à partir de quand, Josiane Balasco? On va tourner ça, théoriquement, entre à partir de mai-juin. Voilà. Ça, c'est un beau projet. C'est un projet, j'imagine... qui vous a replongé dans l'œuvre de Marguerite Yourcenar. Alors, c'est les mémoires d'Adrien, il y a beaucoup de... Et oui, je suis en train de lire. Moi, je l'avais pas lu. Hein. Donc, ce qui est formidable, c'est que moi, j'ai une culture, finalement, qui s'est limitée au brevet. Oui. Ça me permet après de découvrir, de pouvoir faire des personnages qui sont plus intellectuels que moi, et donc je découvre Marguerite Yourcenar. Je suis sur le charme de son style et de la manière dont elle écrit, absolument incroyable, de beauté, de simplicité. Et de simplicité. Et il y a, j'imagine que vous allez la voir parce que ça vous permet, pourquoi pas, de travailler. L'interview que Pivot avait faite de Marguerite Yourcenar lorsqu'il était allé aux États-Unis. Oui, bien sûr, je vais la voir et revoir, et aussi son discours d'entrée à l'Académie française, bien sûr. Elle est venue qu'une fois, d'ailleurs, à l'Académie française. C'est Jean d'Ormesson qui racontait ça. Et puis il y a une anecdote absolument incroyable, puisqu'elle vivait donc avec une femme, Marguerite Yourcenar, qui était également sa traductrice. Oui, Grace, oui. Exactement. Et elle n'a jamais, je crois qu'elle est morte avant, sa traductrice, elle a été très malade. Et elle n'a jamais voulu, quand elle était malade, faire traduire ses livres par quelqu'un d'autre que cette traductrice, qui était l'amoureuse de Marguerite Yourcenar, à un moment où l'homosexualité féminine n'était pas très répandue, en tout cas n'était pas très médiatique. Oui, c'était pas du tout, mais on faisait pas son coming out maintenant. Exactement. Mais c'était une histoire d'amour, quoi. C'était une histoire de collaboration et une histoire d'amour, c'est sûr. Elle s'appelait Marguerite de Crayancourt, Marguerite Yourcenar, et Yourcenar est l'anagramme. Vous voyez passer de Madame Musquin à Marguerite Yourcenar, parce qu'il y a les deux Marguerites qui ont marqué évidemment les années 70-80. Il y avait Marguerite Duras et Marguerite Yourcenar. C'est deux styles littéraires radicalement différents. Mais écoutez, ça donne envie. Ça donne envie d'aller voir ça, d'aller voir ce projet. Je vous remercie grandement.